Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21 h. Et donc ce soir, nous allons accueillir un nouvel invité, comme d'habitude, on ne change pas le concept de l'émission. Et ce soir, nous allons accueillir un cinéaste, un réalisateur, Jeff Taver, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Jeff Taver, je sais que tu es souvent derrière la caméra, tu n'aimes pas être devant. Et donc déjà, je te remercie de cet effort parce que nous, on a besoin que tu éclaires et que peut-être que les gens puissent te découvrir et découvrir ton combat. Alors, mais avant, qui est Jeff Taver? Tu es né où? Tu as grandi où? Parle-nous un peu de toi, Jeff. Alors moi, je suis né à Paris 14e, j'ai grandi à Sarcelles-Saint-Brice. Et voilà, quoi. J'ai beaucoup charbonné, comme on dit dans le métier, sans savoir ce qu'on voulait faire. J'ai arrêté l'école assez tôt, du moins j'ai eu mon bac. Et puis après, voilà, quoi, on cherche un peu ce qu'on veut faire, on ne sait pas trop. Et quand je refais le flashback un peu, mon premier métier, c'était livreur de bobines de cinéma. Mais avant, je ne m'en rendais pas compte. Et parce que je suis venu vraiment dans le cinéma, je ne vais pas dire par hasard, parce que pour nous, c'est très loin le cinéma, c'est très très loin, c'est un monde à part, c'est presque inaccessible. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies numériques, on commence à y arriver, mais intégrer le monde du cinéma, c'est encore compliqué. Mais quand tu étais jeune, tu croyais pas que tu pouvais intégrer ce monde? Parce que c'était quoi tes rêves quand tu étais jeune? Parce que tu es originaire, donc tu m'as dit dans le 14e, et tu as grandi à Sarcelles, donc, mais tes origines, tes parents sont originaires d'où, Jeff? Moi, mes parents sont guadeloupéens. T'es guadeloupéen, c'est guadeloupéen, voilà. C'est pas c'est français quoi, c'est français 100%. Et la Guadeloupe que l'on salue parce qu'on connaît les militants, à l'occasion qui est passé ici de faire un clin d'œil à Serge Hermana, et tous ceux qui se battent pour la dignité, contre l'esclavage, le collectif du 23 mai, voilà, c'est des vrais combats, c'est déjà une terre d'engagés, les Antilles, non? Ouais, c'est très engagé. Après, c'est vrai que moi j'y étais pendant 12 ans. Et puis après, j'y allais tous les 3 ans avec ma mère. Et puis, les congés bonifiés? Avec les congés bonifiés. Puis après avec le décès de ma mère, voilà, c'était compliqué. Donc, c'était assez compliqué avec la famille, tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai mis un peu de côté. Il y a encore mon frère, je suis passé le voir il y a peut-être un moment, peut-être 6 ans. Mais c'est vrai que avant, c'était mon paradis avant les Antilles. Moi, j'y allais tous les années plutôt. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé? Ça a changé parce que c'est les difficultés sociales, puisque tu parlais de ça je pense que c'est comme tout, hein, je pense que ça vient d'en haut. Et puis après, ça redescend, et puis ça a des conséquences qui fait que ça réagit sur l'être humain. Et voilà, hein, c'est comme les quartiers populaires, on nous a parqués. Puis ça réagit sur l'être humain, on se sent exclu et on a des réactions différentes. Donc tout ça, en fait, je ne vais pas dire c'est calculé, mais pour moi, voilà, quoi, c'est les conséquences d'actions, de regroupements ou de profits qui fait que le quartier populaire ou même les citoyens lambda, voilà, ça agit sur eux. Aujourd'hui, on voit les gilets jaunes il y a presque plus de classe moyenne, quoi. Même les gilets jaunes aujourd'hui se sont tirés, donc... Vous avez l'impression qu'on est en train de tirer la société vers le bas, et c'est ce que vous avez constaté, vous, parce qu'on va venir après votre jugement, sur les quartiers, qu'on est en train de tirer les gens vers le bas? Bah oui, parce que... et il continue, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les quartiers populaires, maintenant, carrément, on les barricade. Dans tous les quartiers populaires où on va, les rénovations qu'ils font, ils mettent des grilles autour. Donc c'est encore pire, parce qu'avant, voilà... Ils appellent ça la résidentialisation, pour éviter que les intrusions, soi-disant, tout ça. Et il nous faut passer ça avec les interphones, les trucs, la modernisation, mais en fait, c'est calculé, quoi. Vous avez le sentiment qu'on est en train de se replier au lieu de s'ouvrir, parce qu'avant, les quartiers étaient ouverts, on pouvait se balader, voilà. C'est la mobilité qui est touchée. Oui, bien sûr. Après, il touche à tout, hein, que ce soit ça, ou que ce soit même les MJC, ils n'ont plus de subventions. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 13-14 ans qui traînent, en fait. Parce que moi, à 13-14 ans, on avait une MJC qui nous emmenait au cinéma, à la patinoire, tout ça. Maintenant, à partir du moment où on leur coupe les vivres, ça donne des vidéos comme on a vu des petits jeunes de 14 ans qui tabassaient un petit jeune de 14 ans jusqu'à presque à mort, quoi.
C'était vers chez vous, ça, en plus. C'était à Garges-les-Gonesse. À Garges, ouais, la ville d'à côté, d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quand ils sont venus, les politiques, je parle du haut, là, ceux dont on parlait, parce que les élus locaux connaissent, eh ben, ils ont découvert des associations qui faisaient un gros travail, et ils ne savaient pas que, celle de IN, par exemple, et tout ça, et ils ne savaient pas que ces associations-là étaient déjà sur le terrain. Ouais. C'est incroyable de découvrir. Bon. Après, je pense qu'ils savent, mais bon, ils ouvrent les yeux que quand ils veulent, je pense. Moi, c'est mon avis. Hein. Voilà. Non, mais c'est important de donner votre avis. C'est l'émission, ouais. C'est votre émission. Moi, et donc, et vous pensez qu'effectivement, ils ont beaucoup renié sur les subventions, sur l'éducation populaire, qu'il y a de moins en moins d'argent pour aider le... parce qu'on parle de moins en moins... On dit qu'il y a de moins en moins, de lien social, mais en même temps, il y a de moins en moins d'acteurs pour faire du lien social. Bah, je pense que voilà, nos grands frères, même nos frères qui étaient éducateurs, c'est clair qu'il y en a peut-être qui en ont profité, donc ça a peut-être aussi changé la donne. Mais je pense que voilà, c'est pas parce qu'il y en a il y a 2-3 pommes pourries qu'on doit tout retirer et puis abandonner, quoi. Moi, je pense que voilà, faut pas lâcher, faut continuer. Et les pommes pourries, on en a dans tous les paniers. Hein. Voilà. En clair, il ne faut pas faire d'amalgame, il faut arrêter de faire des stigmatisations, de profiter de tout. Voilà. Si vous savez, comme on dit, si je puis me permettre, c'est quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, non? Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et donc, comment t'es quand même, donc, dans ce combat, tu as fait tous les boulots, tu as fait plein de choses. Comment tu as cru encore en quelque chose? C'était quoi tu voulais faire quoi quand tu étais jeune? C'était quoi ton rêve de jeune? Alors moi, quand j'étais gamin, je voulais être pilote de Mach 3. Ah ouais? Chose que... Pourquoi Mach 3? Pourquoi pilote de Mach 3? Parce que j'aime l'air, je voulais me transporter dans le ciel, à travers les nuages. Je sais pas, j'avais aimé Top Gun aussi quand j'étais gamin, avec Tom Cruise. Et je voulais... Bah, c'était un rêve, mais on m'a jamais donné les moyens de le concrétiser. Donc moi, j'en rêvais, moi. Après, j'en ai jamais parlé. Peut-être chose que j'aurais peut-être dû faire à mes enseignants ou à mes professeurs. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai pris un chemin qui était différent, où il a fallu que je regarde le monde, je regarde la vie, pour arriver à aujourd'hui me dire que ouais, voilà, je vais être réalisateur, ou je suis réalisateur. Je suis passé par plusieurs chemins. J'ai fait un parcours de tourneur aussi, j'ai fait tourner les concerts de Diams, de Sniper, de 113, j'ai aussi la Mafia Quinfri, j'ai fait Lunatic, et par le biais de ça, j'ai commencé à rentrer dans la captation. Donc j'ai commencé à faire la captation des concerts, puis après il fallait faire du montage, donc j'ai fait une formation de montage, et c'est là après j'ai commencé à me dire, ma vidéo, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, et je me suis impliqué. Et j'ai commencé à faire des petits clips, et puis j'ai travaillé sur mon premier long métrage, le premier long métrage de Julien Abraham, La Cité Rose, et j'ai commencé en tant que régisseur. Avec Sadia Diawara. Avec Sadia Diawara, qui est mon on salue Sadia, qui doit venir dans l'émission, mais qu'on n'a pas encore vu. Sadia, si tu nous écoutes, on t'attend. Je vais lui dire. Je le vois tous les jours, parce qu'on travaille souvent ensemble, hein, on est tout le temps ensemble, en fait. Et voilà, j'ai commencé à la régie, puis sur un plateau, le régisseur, c'est lui qui parle à tous les postes, tous les corps de métier qu'on trouve dans le cinéma. Oui, c'est lui qui crée les synergies, qui coordonne le plateau, quoi. Et voilà, ça m'a plu. J'ai commencé à apprendre un peu tout. Et puis je me suis lancé à vouloir faire mon premier court-métrage. Donc au début, je croyais que c'était... Donc je suis parti avec deux 5D, tourner un film avec des armes et tout ça. Je me suis rendu compte que c'était assez compliqué. Et puis on voit qu'après que le chemin n'est pas si simple, avec les demandes de CNC et tout ça. On se fait refuser. On attend des commissions, donc on n'avance pas. Donc finalement, après, bon... j'ai pas lâché l'affaire, et puis j'ai continué à en faire. J'en ai fait 1, puis 2, puis 3 avec mes moyens. Puis après, j'ai eu du soutien. Et après, il y a des amis qui m'ont rejoint. Papi Sidiki, Assil, il y a eu Lionel de Genoun de Vega Prod, Maïdine, Brother. C'est des gens qui m'ont rejoint, qui m'ont donné la force. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Et on arrive à monter des projets voilà, qui donnent ce qu'on a aujourd'hui avec Maman Lova.
Alors, ouais, alors, Mama Lova, juste avant de regarder un extrait, parce qu'on va en parler après, pourquoi c'est votre engagement. Pourquoi Mama Lova? Est-ce que c'est pas un clin d'œil? Tout à l'heure, tu parlais de ta maman qui est partie trop tôt. C'est parce que les gens qu'on aime partent toujours trop tôt. Et malheureusement, c'est souvent parce que ils ont une vie difficile, ils ont travaillé. On l'a vu, parce que moi qui suis d'origine algérienne, je pourrais parler de Frantz Fanon, qui a été élevé par sa grand-mère, qui est devenu quelqu'un et qui a choisi de combattre les inégalités, alors qu'il était devenu psychiatre dans un monde très difficile, parce qu'à l'époque, c'était dur de faire des études. Les gens ne se rendent pas compte qu'aux Antilles, à l'époque, devenir psychiatre ce gamin qui était élevé par sa grand-mère, et sa grand-mère, elle avait souffert pour l'élever. Et donc, il n'a jamais oublié les souffrances de sa grand-mère et il ne pouvait plus supporter aucune souffrance. Il est devenu engagé, c'est un des pères de la révolution algérienne. Les gens le savent très peu, c'est un des pères de la révolution algérienne, au même titre que tous les grands révolutionnaires. Voilà, donc, donc, est-ce que c'est pas ce clin d'œil que tu as voulu faire Oui, d'abord l'idée de Mama Lova est venue d'une amie qui s'appelle Maria Makaba. Et elle s'est mise à me parler des mères, comment elle pouvait ressentir. Donc elle m'a parlé un peu de tout ça. Et puis on s'est posé la question comment on pourrait en parler. Et puis voilà, on s'est dit faut qu'on parle d'elle. Donc j'avais commencé à écrire en février 2016. Et ça s'appelait Pour Adama et les autres. Ah ouais. S'ensuit en juillet où il y a eu le drame avec Assia, Assa Traoré, le frère d'Assa Traoré. Ouais. Donc je l'ai mis sur le côté. Qu'on salue à ça. Qu'on salue, bien sûr. Elle était là hier aussi à la projection. Qu'on salue. Pour son combat. Pour son combat. Et donc je l'ai mis de côté. Parce que voilà, je me suis un peu impliqué dans la lutte aussi avec elle. Et en même temps, j'avais d'autres projets. Donc j'ai préféré le mettre de côté parce que voilà, c'était trop frais pour pouvoir sortir un truc. Et puis l'année dernière, j'ai mon ami Bakary Sako, qui est aussi militant, et qui a organisé une marche des mères dans le 19e. Parce qu'il y avait une risque... avec Saad Dawa, Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je reprenne le projet, et il faut que je me mette dessus. Donc j'ai appelé une amie qui s'appelle Latigone Ngoma, une scénariste, et on a commencé à écrire, et c'est vrai que moi, c'est une revanche et aussi une dédicace un peu à ma mère, parce que moi, étant jeune, vu que ma mère m'a élevé jeune, elle allait travailler, elle avait une mobilette, on habitait au 2e étage, et elle montait et elle descendait sa mobilette tous les jours à la main, quoi. Elle la portait 2 étages, elle la descendait. Et moi, le seul truc que je pouvais faire, c'était la démarrer dans la cuisine. Des conneries, et faire des conneries, l'embêter et la faire râler. Voilà. Mais c'est vrai que ce courage-là, je me dis, voilà, une mère qui élève son enfant seule, c'est pas simple. Elle a les 2 casquettes. Et pour l'amour de ses enfants, elle peut être plus forte qu'un homme, quoi. Parce que elle prend pas les choses de la même manière, et autant qu'un homme ne prendrait pas les choses de la même façon, quoi. Est-ce que tu n'as pas envie de saluer toutes ces... Parce que moi, j'ai travaillé sur le dossier avec d'autres gens, donc j'ai accompagné, comme je te dis, les Romana et tout, qu'on travaille sur la matrifocalité des Antilles. Est-ce que tu n'as pas envie de saluer toutes ces mères antillaises, ces familles matrifocales, parce que c'est la mère qui élève. Est-ce que tu n'as pas envie de saluer ce courage, cette abnégation, cet engagement? C'était aussi un peu ça que tu... Oui, bien sûr. Après, c'est pas que les mères antillaises, parce que... Oui, toutes les mères, mais là on parlait de la matrifocale, c'est la matrifocale, c'est surtout aux Antilles, parce que c'est lié à l'esclavage, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'a pu faire comme dégâts l'esclavage. Aujourd'hui, on voudrait rejeter les gens, mais en réalité, c'est l'histoire qui a travaillé tout ça. Bien sûr. Ça, c'est aussi une revanche, parce que voilà, la femme, pour moi, c'est un être qui est très très fort et qui est très sensible à plein de choses. L'homme l'est aussi, mais voilà, moi j'en parle parce que j'ai vu ma mère ce qu'elle fait, ce qu'elle peut donner. J'ai vu des femmes ce qu'elles donnent quand elles élèvent leurs enfants seuls. Quand un homme élève ses enfants seuls, c'est pas la même chose, quoi. Il a du mal à prendre le rôle de la mère, mais la mère, quand elle élève ses enfants seuls, elle arrive à prendre la place du père. D'ailleurs, on peut avoir un clin d'œil, je te le dis juste parce que ce serait bien qu'un jour tu rencontres, parce que j'ai grandi avec Lucien Jean-Baptiste, et je salue sa maman Marie-Thérèse, qui nous a grondé beaucoup quand on était jeunes, je te jure, je ne fais pas de bêtises avec Lucien, et qui effectivement, lui aussi a été élevé par sa maman toute seule, qui allait travailler et qui se battait durement, qui a élevé lui, son frère, et ses sœurs, qui les a élevés, et on voit bien, moi j'ai vu, donc je peux témoigner de la difficulté d'une famille monoparentale, alors quelle que soit l'origine, on a des copains, des amis qui sont, de la difficulté qu'il y a d'aller
d'aller travailler. En plus, c'est pas des travails gratifiants, qui rentraient tard, qui essaient de faire à manger et qui se fâchaient avec les enfants. C'est un vrai sacerdoce, quoi. Ouais, mais c'est très compliqué. Moi, j'avais les clés de chez moi à l'âge de 6 ans, quoi. À l'âge de 6 ans, je rentrais du CP et puis je rentrais, j'ouvrais la porte et je restais chez moi, quoi. J'attendais ma mère elle m'appelait, du moins elle m'appelait, on n'avait pas de téléphone, mais ouais, le voisin venait voir si j'étais là, si tout allait bien. C'était assez... j'ai des flashs comme ça où je l'attendais à chaque fois avant d'aller dormir, en tout cas. Ah ouais, bravo, c'est un truc. Donc c'est pour ça que Mama Lova, j'ai pensé que ce mot Mama Lova, maman d'amour, c'était peut-être aussi ce clin d'œil. Il y avait le clin d'œil avec Oxmo Puccino aussi. Ah c'est oui. Un morceau qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup écouté. Et Oxmo Puccino que j'admire parce que j'adore son écriture. Donc ouais, Mama Lova, c'est un clin d'œil aussi pour Oxmo. Ouais. Alors Jeff, avant de nous parler du film, on va regarder de ton engagement un extrait là que Philippe en régie va nous envoyer un petit extrait de Mama Lova et après on va revenir pour que tu nous parles de pourquoi ce film, c'était quoi le combat que tu mènes derrière tout ça. Alors directement Mama Lova. Alors comme ça tu comptes t'en prendre à mon fils? Tu sais, cocotte, tu devrais reprendre le boulot, là. Non, là c'est pas possible. Mes enfants, ils ont trop besoin de moi. Mais il faut que tu te changes les idées, il faut que tu sortes, ma chérie. Vous avez un objectif particulier? Prendre à me défendre. Fais mal. Est-ce que tu comprends que ça sert à rien tout ça? Vous croyez qu'on sait pas ce que vous faites à longueur de journée ici? Donc c'est la bande-annonce de Mama Lova qu'on vient de voir. Donc alors c'est quoi? Pourquoi tu as fait ce film? Quel message tu voulais nous délivrer? C'est quoi cet engagement, ce combat contre les violences? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est sur un court-métrage, ce qui est très difficile, c'est de pas trop s'écarter. De se diluer, quoi. De se diluer. Donc il a fallu cibler. Donc j'ai voulu cibler sur l'émotion que pouvait ressentir une mère face à des situations. Sachant que les situations dans le film sont diverses. Il y a les jeunes qui dealent dans le quartier, les risques entre jeunes du quartier qui se tirent dessus, la mère qui élève ses enfants seule, et la mère qui doit protéger ses enfants. Donc tout ça, c'est un problème. Et puis la police aussi. Il y a la police qui joue aussi dans... Et tout ça, il a fallu que je le maîtrise et que je fasse juste... le bon équilibre. Voilà, un bon équilibre pour qu'on puisse rester sur la mer avec ses émotions. Donc c'est vrai que l'idée de faire Mama Lova, c'était vraiment de ressentir, être proche du personnage de la mère face à toute cette atmosphère qui tourne autour, sans rentrer dans les clichés. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup quand je réalise, c'est de ne pas rentrer dans des clichés. J'en ai marre des clichés, mais dire les choses, oui. Parce qu'il y a clichés et dire les choses. Quand on peut rentrer dans des clichés sans dire les choses. Mais quand on dit les choses avec un réalisme, on le prend autrement, en fait. On pose une réflexion. Quand on rentre dans des clichés, on ne pose plus de réflexion. C'est déjà jugé, quoi. Cliché. Ouais, c'est comme ça toujours chez eux. Mais quand on rentre dans de l'émotion, où c'est plus pareil. Là, on n'est plus cliché, on est dans l'être humain et on dit « Ah, en fait, c'est une femme comme nous et c'est dur ce qu'elle vit ou c'est dur ce que le jeune vit. » Donc, moi, c'est ça que je veux faire transmettre, en fait. Tout en parlant de ce que j'ai vécu et de tous les jeunes et tous les personnes comme nous dans les quartiers populaires qui ont vécu ce genre de choses, parce que maintenant tout le monde le vit, quoi. C'est de pire en pire. Et j'ai voulu être fort parce que à notre époque, on avait un certain respect, et plus on avance, plus le respect recule. Voilà, recule. Vous avez vraiment envie de casser les préjugés de la représentation? Parce que c'est vrai que quand on regarde les gens, on a l'impression aussi que... Alors, ça concerne aussi, entre guillemets, les entiers, parce que même si les gens ne savent pas qu'ils sont français depuis trop longtemps, c'est ça qui est drôle, parce qu'ils se fient à la couleur de peau, donc ils les renvoient à l'extériorité, à leur étrangeté. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est invité, quoi, qu'on n'a pas le droit de parole et qu'à la rigueur, il faudrait les remercier de pouvoir vivre ici? Ouais, mais c'est ça. Alors que nous, on participe beaucoup. On participe beaucoup à l'économie de la France. Des citoyens, oui. Voilà, et moi, l'idée, c'est
de dénoncer en quelque sorte, sans rien cacher, mais voilà, donner les causes et les conséquences. Sachant, comme je disais tout à l'heure, c'est pas anodin si aujourd'hui on a des jeunes qui ne voient même pas devant, qui réfléchissent à la minute, qui voient leur avenir à la minute, ils ne se voient pas avoir un métier. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et c'est pas pour rien. C'est parce que voilà, tout ce qu'on nous balance, tout ce qu'on nous dit, on est un peu guidé. Moi, j'ai mis du temps, mais aujourd'hui, je regarde plus la télé. Alors qu'avant, ouais, je regardais la télé, mais moi, depuis 3-4 ans, voire même un peu plus, je regarde plus la télé. C'est fini. Parce que, en fait, ils nous emmènent là où ils veulent. Et moi, ça m'intéresse pas. Parce que vous avez envie de casser ces codes. C'est un peu ça l'idée, de traduire sur l'émotion, de montrer qu'une mère est une mère avant tout, et ça n'a rien à voir avec son origine ou sa condition sociale, c'est la maman, et un enfant, c'est son enfant, quoi. C'est ça que vous vouliez montrer à travers... Oui, c'est pour ça que j'ai voulu tourner à la caméra épaule, pour être proche du personnage. Et je pense que ça marche. Le peu de personnes qui l'ont vu, ils ont été transcendés, ils se sont rendus compte de l'émotion, et ils n'ont pas vu une noire à l'écran, en fait. Ils ont vu une femme à l'écran. Une femme qui était pleine d'émotions. Et c'est ce qui m'intéresse. La transparence, il faut regarder au-delà. Et ça, c'est le genre de... Voilà, c'est ce que je veux casser comme code, par mes propres moyens et par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, j'ai l'impression que vous apportez une nouvelle façon de faire du cinéma. Où vous allez chercher un peu, même si vous n'avez pas fait les écoles et tout, vous l'avez dit, c'est un peu autodidacte. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce que les jeunes qui nous regardent, ils peuvent se dire, pour moi, c'est peut-être pas possible, c'est possible de vivre ses rêves. Et vous allez chercher la profondeur des choses plutôt que le superficiel, les films d'action. Là, on est vraiment dans l'émotion, dans le palpable. Tous ceux qui l'ont vu m'en ont parlé, parce que je sais que moi, j'ai pas pu malheureusement hier, mais de le voir, mais c'est vrai que tous ceux qui l'ont vu, m'ont tous dit, il y a beaucoup d'émotions, il y en a qui ont eu les larmes aux yeux, enfin, ça marque, c'est prégnant. J'avais fait un court-métrage un peu avant qui s'appelait, il y a 2-3 ans, qui s'appelait Temps mort, et ça parlait des conséquences des violences conjugales. Et pareil, j'aime faire ressentir des émotions et qu'on voit l'être humain, ce qu'il peut ressentir. Parce que rentrer dans de la fiction ou même, je peux faire de la comédie et je peux faire rentrer quelqu'un dans la comédie, même avec de l'émotion. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de reconnaître l'être humain. On peut être mauvais, on peut être bon, mais quand on est, on ne sait pas où on va et on n'est pas méchant, en fait. Et donc, c'est l'état, c'est les situations qui peuvent nous rendre des fois agressifs, mais c'est humain. C'est humain. Et moi, voilà, les émotions, c'est ce que j'aime faire partager à certaines situations. En l'occurrence, là, pour Mama Lova, c'était par rapport au décès d'un de ses enfants et puis à la protection et comment les protéger en tant que femme seule, protéger ses enfants, quoi. Et ça vous marque beaucoup, ces femmes seules qui élèvent leurs enfants, et les difficultés qu'elles ont à les élever, et cette violence qui empire, et le fait que ces enfants, entre guillemets, ces familles, parce que c'est vrai que c'est la question de la présence, sont un peu livrées à elles-mêmes, livrées un peu à l'extérieur. C'est pas quelque chose sur lequel il y a besoin que cette société prenne en main tout ça? Si, moi je pense, il y a des associations là qui se mettent en place, comme je pense à Gundo Diawara, la sœur de Sadia, qui a une association aussi, je crois que c'est Front de Mer. Oui, avec Fatima Wassak et tout ça. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des choses qui se mettent en place et c'est ça qui est intéressant, parce que à force de les rendre absentes, ça les décrédibilise en fait. Et moi, voilà, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'il ne faut pas croire qu'elles ne font rien, elles subissent, mais elles subissent aussi ce que la société leur fait subir, et leurs enfants qui, eux, voient ce que la société fait subir à leur mère. Donc ça crée une rage en même temps entre l'enfant qui, lui, a une rage contre la société et puis qui peut faire des choses qui ne sont pas les bonnes, et puis la mère qui prend d'un côté et qui prend de l'autre. Et elle prend tout ça sur elle.
Là, ça va, on arrive à avoir une deuxième ou troisième génération, donc ça va, elle commence à mieux parler le français, mais les premières générations, c'était très compliqué pour elles. C'était très compliqué. Et aujourd'hui, donc, on commence à avoir des femmes qui commencent à apprendre à avoir de la bienveillance et à savoir répondre aussi à la société. Et ça, c'est une bonne chose, parce que les premières générations, elles avaient peur de répondre. Aujourd'hui, il y en a qui répondent, et puis il y en a qui répondent à leurs enfants, donc voilà, on essaie de faire avancer les choses comme ça. Vous, c'est vraiment, vraiment un engagement, quoi. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur de dénoncer un peu tout ça, et en même temps de montrer que ces femmes se battent, et qu'elles sont pas qu'elles jouent pas les victimes, ou qu'elles subissent, et qu'elles veulent pas subir, elles veulent essayer d'être actrices de leur avenir, de leur destin, et du destin de leurs enfants. Ouais, en fait, ça me tenait à cœur, parce que bon, voilà, c'est pour ça que il y a un petit message pour ma mère dans le film, donc je l'ai vécu, donc, et puis elle est partie, j'avais l'impression, voilà, Que vous lui avez pas tout dit. Voilà, et c'est un message que je voudrais lui donner, que regarde-moi aujourd'hui, j'ai compris tout ce que tu as subi, ce que tu as galéré avec moi, qui n'était pas simple, parce que j'étais pas non plus facile. Mais voilà, c'est aussi une dédicace. Et puis moi, je milite un peu sur tout. Ça, c'est une chose qui me tenait à cœur. Mais voilà, il y a aussi avec le mouvement de Assa, avec les bavures policières, j'aime pas dire bavures, mais les violences policières. Sur plein de choses, on milite. Après, on milite aussi avec Sadia Diawara, justement, pour transmettre aux jeunes aujourd'hui. Parce que, voilà, on pense aussi que, du moins, moi, je pense que l'éducation nationale ne fait pas assez son boulot. Le programme aurait dû changer il y a longtemps. Moi, quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte qu'il y a eu des mensonges ou que c'est superflu et qu'ils n'osent pas le dire. Alors que s'ils osaient dire les choses, voilà, que Napoléon Bonaparte ou Victor Hugo, voilà, ils nous en parlent comme des... peut-être, mais dites les choses, que ça n'a pas été facile aussi pour nous ou pour nos parents, quoi, plutôt pour nos ancêtres. Et là, on l'acceptera. Là, on a l'impression qu'on nous a menti, on nous a caché des choses. Et le fait de l'apprendre nous-mêmes dans les bibliothèques, j'ai trouvé ça un peu... Je pense qu'en renouvelant un peu l'histoire, un peu l'éducation nationale, pour intégrer un peu les jeunes aujourd'hui, on lui demande t'es français, il va te dire non, il va dire je suis algérien, je suis malien, je suis sénégalais. Alors que c'est des Français. Ils se reconnaissent pas. Ils peuvent être fiers de leurs origines, mais ils sont français aussi. C'est avant tout, on est en France, on est français, et c'est bien d'appartenir aussi à une société de destin. Voilà. Non, moi j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à dire. Mais tout le monde a du mal. Mais ce que tu dis, et Jeff, si je puis me permettre, est très important, parce que c'est le débat qu'il y avait, notamment sur l'histoire du 10 mai ou du 23 mai, sur l'abolition de l'esclavage. Alors, le collectif CM 98, avec Serge, Viviane et toute la bande, disait le 10 mai, c'est l'abolition de l'esclavage. Mais l'esclavage, c'est pas anonyme. Ouais. Il y avait des victimes. Ouais, bien sûr. Et le 23 mai, il faut que ce soit le 23 mai, c'est l'hommage aux victimes. Il faut reconstruire les gens. Et tant qu'on n'a pas reconstruit les gens, on ne peut pas avancer. Après, pour moi, l'esclavage, elle y est encore. Elle est différente. Mais on le voit, économique, voilà. Pour beaucoup. Pour moi, l'esclavage, elle est encore là, et elle est différente. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Après, moi, j'écoutais beaucoup Aimé Césaire, paix à son âme. Et voilà, le but, c'est aussi de ne pas baisser la tête aujourd'hui, et de montrer que nous savons faire des choses. Sans se plaindre, en fait. Moi, je ne demande pas, je fais. Et voilà, j'ai grandi avec ce truc-là, et avec toutes ces paroles qui m'ont formé et qui ont fait qu'aujourd'hui, l'esclavage, justement, ça a été fait, c'était là, mais voilà, il faut qu'on s'en serve pour que ça nous rende vraiment plus fort. Ce qui était marrant, c'est Frantz Fanon qui avait dit en choisissant la société jeune, il a dit « Je suis né esclave, mais je veux vivre homme libre ». Ouais, je ne sais pas si je défends pas les propos, parce que c'est fabuleux de dire ça. Il a dit « Je suis né esclave, mais je suis... » C'est-à-dire qu'il a choisi son destin. C'est pour ça que je pose la question, pas pour le truc. Est-ce que tu ne penses pas, Jeff, que l'on peut choisir notre destin ?
Bien sûr. Est-ce que c'est pas tes messages à travers ce film, à travers ce que tu as fait, qu'on peut choisir son destin aussi? Bien sûr. Moi, j'ai mis du temps à me positionner. Mais voilà, à partir du moment où je me sens bien dans ce que je fais, c'est que je prends la bonne direction. Si je me sens pas bien, c'est que je pense qu'il faut que je dévie. À partir du moment où moi, je vais droit là où j'ai envie d'aller et que je me sente bien, et que je me lève le matin, tout va bien, j'ai un peu la santé. Merci, en tous les cas, l'émission est finie, mais merci Jeff en tous les cas d'être venu. Merci. Et sur ce message que tu vas te délivrer, quand vous vous sentez bien, quand vous êtes vous-même, ce que vous dit Jeff, quand vous êtes vous-même, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Quand vous êtes obligé de passer pour quelqu'un d'autre ou de vous faire passer pour autre chose que ce que vous êtes, c'est qu'il y a un problème. Alors quand vous regardez dans une glace et que vous vous sentez vous-même, vous pouvez continuer, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Donc sur ce, et je sais que ceux qui font le ramadan vont passer au ftour à 21h et des poussières, j'ai plus l'heure en tête. Et donc bon ftour, bon ramadan pour ceux qui nous regardent. Et à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Bon appétit. Saftorkum.